Un vendredi en fin d'après-midi, Antonio sortit pour sa promenade habituelle, coiffé de sa casquette bleue délavée et chaussé de ses vieilles baskets qu'il avait depuis des années. Son voisin le salua au coin de la rue. Il lui fit un signe de la main discret, comme à son habitude. À 21h03, son fils aîné consulta son portable, attendant le message de bonne nuit qui ne manquait jamais d'arriver. Il n'arriva pas. À 21h47, il essaya de l'appeler. Le téléphone sonna dans le vide. Pas de réponse, pas de messagerie, juste ce son répétitif, qui ne mène nulle part. À l'aube, l'absence d'Antonio pesait plus lourd que toutes les paroles qu'il avait pu prononcer ces derniers temps. Il avait 62 ans, était retraité de la fonction publique depuis 4 ans et vivait seul depuis le décès de sa femme, emporté par un cancer 3 ans plus tôt. Sa mort avait bouleversé sa vie, mais discrètement, sans scandale ni crise apparente. Juste un lent vide que peu remarquaient, car Antonio avait toujours été trop discret pour exprimer ses sentiments. Il conservait une routine immuable, qui donnait à ses enfants l'impression qu'il allait bien, qu'il affrontait le veuvage sereinement. Il se levait tous les jours à 6h du matin, même sans engagement, car son corps était habitué depuis des décennies à se lever tôt pour aller travailler. Il prenait son café seul dans la cuisine, toujours à la même place à table, en lisant le journal qu'il achetait au kiosque du coin. Il prenait soin du jardin que sa femme aimait tant, arrosant les plantes qu'elle avait semées, taillant les arbres, ramassant les feuilles mortes, veillant à ce que tout reste comme elle l'aimait. C'était comme s'il préservait son souvenir à travers cet espace. Chaque soir, vers 21h sans faute, il envoyait un message à ses enfants dans la conversation de groupe familial. Parfois un simple « bonne nuit », parfois une photo de la télévision allumée montrant l'émission qu'il regardait, parfois juste un emoji, cœur sans un mot. C'était un homme de peu de mots. Il l'avait toujours été, mais il restait fidèle à ce rituel. Ses enfants, même s'ils vivaient dans d'autres villes pour le travail, attendaient ces messages comme un signe que leur père allait bien, qu'il était vivant, qu'il continuait d'avancer. Le week-end, quand il le pouvait, il lui rendait visite. Il préparait le déjeuner, toujours en grande quantité, comme s'il cuisinait encore pour sa femme. Et il s'asseyait là à parler de choses, et d'autres, rien de trop profond, car Antonio ne parlait jamais de ses sentiments. Il semblait vivre sa vie, adapté à sa nouvelle réalité. Vivre seul, vieillir seul, exister seul dans cette maison pleine de souvenirs d'une vie partagée désormais révolue. Si ce type d'histoire muette vous captive, abonnez-vous à la chaîne. Mais ces derniers mois, de petits changements sont apparus si subtilement que personne n'y a prêté attention sur le moment. Les messages nocturnes d'Antonio sont devenus plus courts, plus automatiques, presque mécaniques. Avant, il écrivait parfois une phrase entière, mentionnant qu'il avait vu un film intéressant, qu'il avait croisé une connaissance dans la rue, qu'il faisait beau. Maintenant, ce n'était plus que des emojis ou un simple « bonne nuit », sans plus, sans aucune autre information. Sa fille a remarqué dans la conversation de groupe de ses frères et sœurs que leur père était plus silencieux que d'habitude. Son fils aîné a dit que c'était normal, qu'il avait toujours été comme ça, un homme de peu de mots, et qu'il était probablement juste fatigué. Antonio a commencé à refuser les invitations à déjeuner en famille qu'il acceptait auparavant sans hésiter. Quand sa fille l'appelait le samedi matin pour l'inviter à déjeuner chez elle, il inventait des excuses vagues, peu convaincantes, mais acceptées sans discussion. Il disait ne pas se sentir bien, avoir mal aux genoux, avoir rendez-vous avec un ami, préférer rester à la maison et se reposer. Saja. Phil insistait pour venir le chercher en voiture, lui assurant qu'il n'avait pas à s'inquiéter, qu'il voulait simplement être en famille. Il la remerciait, mais refusait poliment, promettant de venir le week-end suivant. Mais le week-end suivant, le même scénario se répéta, avec une excuse différente. Ses enfants commencèrent aussi à remarquer sa perte de poids. Lors de leurs visites occasionnelles, ils constatèrent que son visage était plus maigre, ses vêtements plus amples. Ils lui demandaient s'il mangeait correctement, s'il mangeait bien. Il les rassurait en leur disant que oui, qu'il mangeait normalement, qu'il n'avait pas à s'inquiéter. Pourtant, son réfrigérateur était toujours bien trop vide pour quelqu'un qui prétendait bien manger. Il ne contenait que le strict minimum, presque aucun aliment frais, rien qui puisse indiquer qu'il mangeait vraiment comme il le fallait. Son comportement changea aussi à d'autres égards. Des changements passés inaperçus car progressifs, lents, presque imperceptibles au quotidien. Antonio cessa d'aller à l'église le dimanche, une habitude qu'il avait prise religieusement pendant des décennies avec sa femme. La communauté paroissiale s'inquiétait de son absence.
Certaines dames appelaient pour prendre de ses nouvelles, pour savoir s'il était malade. Il répondait qu'il était simplement fatigué, qu'il reviendrait bientôt, mais il ne revenait jamais. Il cessa d'aller au bar, où il retrouvait ses amis retraités tous les jeudis après-midi, pour jouer au domino et parler de football et de politique. Ses amis l'appelaient, lui envoyaient des messages pour l'inviter, lui disant qu'il leur manquait, que la partie n'était plus la même sans lui. Antonio répondait qu'il était occupé, qu'il avait des choses à régler, qu'il passerait un de ces jours. Mais il ne le fit pas. Il prit ses distances avec tout et tous sans bruit, sans explication, laissant simplement les liens se dissoudre lentement. La voisine, une dame qui connaissait la famille depuis des décennies, remarqua qu'il avait changé. Avant, Antonio s'arrêtait pour bavarder au portail quand il la voyait, lui demandant comment elle allait, parlant du temps qu'il faisait, des nouvelles du quartier. Maintenant, il se contentait de la saluer de loin et rentrait rapidement, évitant les longues conversations. Un jour, alors qu'elle venait lui rendre visite, elle confia à la fille d'Antonio qu'elle le trouvait plus silencieux, plus renfermé, qu'il n'avait pas l'air bien. La baignée. Phil la remercia de sa sollicitude, mais lui dit que son père avait toujours été réservé, que c'était sa nature, qu'il s'adaptait sans doute encore à la vie sans leur mère. La voisine n'insista pas, mais continua de l'observer avec une inquiétude grandissante. Antonio commença à faire des choses étranges qui ne prirent sens que plus tard, lorsqu'il fut trop tard pour poser des questions. Il se mit à ranger de vieux papiers qui traînaient dans des cartons au fond de son placard depuis des années. Il sépara les documents importants, l'acte de propriété de la maison, un testament rédigé des années auparavant, des polices d'assurance, des certificats, tous classés dans des chemises étiquetées à la main d'une écriture soignée et lisible. Il laissa tout sur son bureau, bien en évidence, comme s'il voulait que l'on trouve facilement ce qu'on lui demandait. Il donna des vêtements qu'il ne portait plus, mais aussi des vêtements en bon état, qu'il portait au quotidien. Il apporta plusieurs sacs à l'église et à des associations caritatives, vidant peu à peu sa garde-robe. Il alla à la banque, régla toutes ses factures, paya tout ce qui était en retard et mit de l'argent de côté sur un compte spécifique, avec des instructions écrites sur la façon dont il devait être réparti. Le directeur de la banque trouva cela très organisé et fit remarquer qu'il était bon de voir quelqu'un d'aussi responsable et prudent avec ses finances. Antonio se contenta d'un sourire fatigué et le remercia. La semaine précédant sa disparition, il appela chacun de ses enfants séparément, à des jours et des heures différents. Il ne disait rien de particulier, se contentant de demander comment ils allaient, comment se passait le travail, s'ils avaient besoin de quelque chose. À la fin de chaque appel, avant de raccrocher, il murmurait d'une voix étranglée qu'il les aimait énormément, qu'il était infiniment reconnaissant pour tout, qu'ils étaient la plus belle chose qui lui soit jamais arrivée. Les enfants trouvaient cela magnifique. Ils étaient émus, ils lui rendaient ces paroles d'affection, mais ils ne comprenaient pas le ton d'adieu qui se cachait derrière ces mots. Ils ne réalisaient pas qu'il leur disait au revoir, car aucun d'eux n'imaginait que cela fût possible. Vendredi en fin d'après-midi, Antonio se réveilla à son heure habituelle, mais resta un moment au lit, fixant le plafond, avant de se lever. Il prit une longue douche, se rasa soigneusement et appliqua de l'après-rasage, chose qu'il n'utilisait presque jamais. Il enfila des vêtements propres, la chemise que sa femme lui avait offerte pour son dernier anniversaire avant de tomber malade. Il but son café en regardant par la fenêtre le jardin, les plantes dont il s'occupait chaque jour, le banc en bois où lui et sa femme avaient l'habitude de s'asseoir en fin d'après-midi pour bavarder. Il lava la tasse, rangea tout et laissa la cuisine propre et rangée. Il alla dans la chambre, prit son téléphone portable, qui était en charge, vérifia le niveau de batterie et prit son portefeuille avec des papiers et un peu d'argent. Il mit la casquette bleue délavée qu'il portait toujours, celle que sa femme lui avait achetée pour le protéger du soleil pendant ses promenades. Il enfila ses vieilles baskets, lassa lentement, vérifiant qu'elles étaient bien serrées. Il resta quelques minutes dans la pièce, observant les lieux, chaque détail de la maison où il avait vécu plus de 30 ans, où il avait élevé ses enfants, où il avait été heureux avec la femme qu'il aimait. Il passa la main le long du mur, comme pour dire adieu à cet endroit. Puis il sortit, ferma la porte à clé, vérifia le verrouillage et glissa la clé dans sa poche. Il commença son parcours habituel, cette demi-heure de marche quotidienne dans le quartier. Il remontait la rue, tournait à gauche, passait devant la place, faisait le tour du pâté de maison. Sa voisine, 2 maisons plus loin, arrosait ses plantes lorsqu'il passa.
Elle le salua d'un signe de la main et d'un sourire. Antonio lui rendit son salut discret habituel, levant légèrement la main et esquissant un petit sourire. Elle fut la dernière personne à le voir. Il continua à marcher lentement, sans hâte, les mains dans les poches, sa casquette bleue le protégeant du soleil, qui commençait à se coucher. Il tourna au coin de la rue et disparut de la vue. Ce soir-là, à 21h03, l'aîné finissait de dîner lorsqu'il consulta son portable, attendant le message de bonne nuit de son père, qui arrivait toujours à cette heure-ci. Il regarda de nouveau quelques minutes plus tard. Rien. Trouvant cela étrange, il se dit que son père avait peut-être oublié, qu'il était peut-être allé se coucher plus tôt, fatigué. À 21h47, déjà un peu inquiet car cela n'arrivait jamais, il décida d'appeler. Le téléphone sonna. Il sonna plusieurs fois. Personne ne répondit. Pas de messagerie vocale, il sonna indéfiniment jusqu'à ce que la communication se coupe. Il réessaya. Même chose. Il appela sa sœur et lui demanda si elle avait reçu un message de leur père. Elle répondit que non, qu'elle aussi trouvait cela étrange et qu'elle allait l'appeler. Ils décidèrent d'attendre encore un peu. Peut-être que la batterie était déchargée, peut-être qu'il l'avait oublié quelque part dans la maison et qu'il n'écoutait pas. À minuit, incapable de dormir, le fils appela de nouveau plusieurs fois de suite. Le téléphone continua de sonner dans le vide, sans que personne ne réponde. À 2h du matin, rongé par l'angoisse, il réveilla sa sœur en l'appelant et en lui disant qu'il devait aller chez leur père, que quelque chose n'allait pas, que la situation n'était pas normale. Ils prirent la voiture et traversèrent les rues désertes du petit matin jusqu'au quartier où habitait leur père. À leur arrivée, la maison était plongée dans l'obscurité. Aucune lumière n'était allumée. La voiture de leur père, une vieille berline qu'il utilisait à peine, était garée dans le garage. Ils frappèrent à la porte. Rien. Ils sonnèrent plusieurs fois. Silence absolu. Ils utilisèrent le double des clés et entrèrent. La maison était trop rangée, trop silencieuse, trop vide. Ils appelèrent leur père. Pas de réponse. Ils fouillèrent chaque pièce. Il n'était pas là. Si vous avez déjà constaté un silence similaire, laissez un commentaire ou abonnez-vous. La casquette bleue d'Antonio a été retrouvée 4 jours plus tard par un sans-abri, abandonné sur un terrain vague, à 5 km de chez lui, dans la zone industrielle de la ville. Sale et froissée, elle lui appartenait pourtant, sans aucun doute. La police, alertée, a bouclé le secteur et fouillé les environs à la recherche d'indices. Ils n'ont rien trouvé d'autre, ni son téléphone portable, ni son portefeuille, ni ses baskets, rien. Juste la casquette, abandonnée au milieu des buissons, comme si elle avait été laissée là intentionnellement ou perdue par hasard. Les caméras de surveillance du quartier ont filmé Antonio marchant normalement le vendredi après-midi, suivant son itinéraire habituel, jusqu'à ce qu'il s'engage dans une rue qui ne faisait pas partie de son parcours habituel. À partir de là, les caméras ont perdu sa trace. Il n'y a plus eu d'image de lui sur aucune caméra du secteur. C'était comme s'il avait simplement décidé de disparaître. Sa famille a placardé des affiches dans toute la ville, offert une récompense et accordé des interviews poignantes à des émissions de télévision spécialisées dans les disparitions. La photo d'Antonio avec sa casquette bleue a circulé sur les réseaux sociaux, partagée des milliers de fois. Plusieurs personnes ont appelé, affirmant avoir vu quelqu'un qui lui ressemblait. Mais toutes les pistes étaient infructueuses. La police a enquêté, interrogé voisins, amis, connaissances. Tous disaient la même chose. Antonio était plus silencieux ces derniers mois, plus renfermé, mais personne n'imaginait qu'il puisse faire une chose. Pareil, qu'il puisse simplement disparaître sans explication. Ses enfants ont fouillé la maison à la recherche d'un mot, d'une lettre, d'un message expliquant où il était allé et pourquoi. Ils n'ont trouvé que des documents bien rangés, des vêtements donnés. Tout était disposé comme s'il avait tout préparé pour ne pas causer de problème. Sa fille a trouvé un vieux carnet sur la table de chevet. Elle l'a ouvert, espérant y trouver quelque chose, un indice. Il était vierge. Toutes les pages étaient blanches, sauf la première où figurait une phrase écrite de la main tremblante de son père. Je ne supporte plus son silence. C'était la seule chose qu'il avait écrite, la seule explication, si tant est qu'on puisse parler d'explication. Les enfants lurent cette phrase des dizaines de fois, pleurant enlacés dans la cuisine de la maison vide, se demandant pourquoi ils n'avaient pas compris à quel point ils souffraient, pourquoi ils n'avaient pas insisté, pourquoi ils avaient accepté ces vagues excuses sans poser de questions. Le voisin qui avait tenté de les prévenir se sentait rongé par la culpabilité de ne pas avoir insisté, de ne pas être allé voir la famille pour leur dire clairement que quelque chose n'allait pas du tout.
Les amis du bar regrettaient de ne pas être allés chercher Antonio chez lui, de ne pas avoir insisté pour qu'il rejoigne le groupe. Les semaines passèrent, puis les mois. Aucune nouvelle concrète d'Antonio. Son portable ne répondit plus jamais, comme s'il avait été éteint ou détruit peu après son départ. Son compte bancaire était à sec, sans aucun retrait ni achat. C'était comme s'il s'était volatilisé, comme s'il avait cessé d'exister ce vendredi après-midi, où, après avoir salué le voisin, il avait tourné au coin de la rue. Ses enfants maintiennent le groupe familial sur WhatsApp, mais il n'y a plus un membre. Ils n'ont pas encore réussi à archiver les conversations. Ils relisent encore les derniers messages de leur père, cherchant des indices qu'ils n'avaient pas vus auparavant. Sa maison est restée telle qu'elle, fermée à clé, les factures toujours payées par ses enfants qui n'arrivent pas à se résoudre à quitter les lieux, car ils s'accrochent à l'espoir qu'un jour ils reviennent et leur expliquent tout. Le jardin qu'il entretenait avec tant de soin est maintenant abandonné. Les plantes que sa femme avait semées dépérissent lentement par manque d'eau. Les feuilles mortes s'accumulent au sol, sans que personne ne les ramasse. C'est comme si son absence tuait aussi le dernier fragment d'elle qui subsistait encore dans cet espace. Le message de bonne nuit n'est jamais arrivé.